Le Texas était un État prospère en 1885 quand Chester Williams vit le jour dans la petite ville de Fredericksburg. Très propice à l'agriculture et à l'élevage, les grandes plaines de l'Ouest accueillaient ceux qui voulaient tenter leur chance sur des terres inconnues. La famille de Nimitz faisait partie de ces pionniers partis construire l'avenir de leurs enfants avec une foi inébranlable dans l'avenir de leur pays. Hormis un grand-père marin, rien dans l'enfance continentale du jeune Chester ne semblait pouvoir éveiller son intérêt pour une carrière navale. Nimitz grandit en même temps que la marine américaine. Si le Constellation, bâtiment centenaire sur lequel les marins américains s'étaient préparés à la guerre contre l'Espagne, naviguait encore, l'Amérique menait désormais ses batailles sur des cuirassés à vapeur. La nouvelle marine avait de nombreux partisans enthousiastes, dont Theodore Roosevelt. L'Amérique possédait des milliers de kilomètres de côtes, à l'est et à l'ouest, et sa marine, qui avait détruit la flotte espagnole aux Philippines, était un maillon clé de sa défense et de sa sécurité future. Le jeune Chester Nimitz entra à l'Académie navale l'année où Teddy Roosevelt s'installait à la Maison-Blanche. Le futur amiral n'avait jamais vu la mer avant son départ vers l'Est. Il s'adapta sans difficulté à son nouvel environnement et apprit tout de la marine, jusqu'à aimer la vie rude et exigeante qu'il partageait avec ses compagnons. Leur formation, tant physique que théorique, était très rigoureuse. La tradition navale américaine remontait à la Révolution, mais l'enseignement que Nimitz reçut à Annapolis était tourné vers l'avenir. Nimitz sortit 7e d'une promotion de 114 élèves. Son diplôme en poche, il devait encore servir 2 ans en mer pour devenir enseigne dans la marine. Quand Chester Nimitz rejoignit la flotte américaine, elle testait l'un de ses premiers sous-marins. Une merveille technologique avec laquelle Nimitz devait bientôt se familiariser. Après quelques années de service en Extrême-Orient, Nimitz fut choisi avec d'autres jeunes gens méritants pour constituer ce qui allait devenir le corps des sous-mariniers. En 1912, le lieutenant Nimitz écrivit ces mots dans son journal. Plus gros, plus puissant et plus rapide, les sous-marins deviendront bientôt une arme offensive redoutable. Sa prédiction se réalisa lors de la Première Guerre mondiale, quand le sous-marin devint partie intégrante de la guerre moderne. Quand Chester Nimitz reçut-il son diplôme de fin de lycée? Ayant abandonné le lycée en 1901 pour l'Académie navale, Nimitz reçut son diplôme de fin de lycée après sa promotion au rang d'amiral 5 étoiles en 1944. Mieux vaut tard que jamais. En 1918, Nimitz était l'un des sous-mariniers les plus expérimentés de la marine. Pour faire carrière dans ce métier complexe, il devait se forger une expérience riche et diversifiée. Le meilleur moyen d'y parvenir était de servir dans la flotte de guerre. Nimitz fut capitaine sur de gros navires de guerre dans les années 20 et 30, notamment les croiseurs Chicago et Augustus. Ces années lui donnèrent l'occasion d'étudier des opérations navales et aériennes qui devaient se révéler décisives dans la future guerre contre le Japon. Alors que l'Amérique bâtissait sa force navale, les Japonais créèrent l'une des plus belles flottes de tous les temps. À la date fatidique du 7 décembre 1941, les États-Unis constatèrent à Pearl Harbor à quel point la marine japonaise était redoutable.
Les braises étaient encore chaudes quand Chester Nimitz fut rappelé de son bureau de Washington pour prendre la tête de la flotte du Pacifique. C'était une tâche ardue et seul un homme exceptionnel pouvait rétablir la confiance et assurer la victoire en ces temps sombres. Nimitz allait se montrer à la hauteur. Après l'attaque surprise de Pearl Harbor, les Japonais conquirent rapidement des territoires dans tout l'ouest du Pacifique, alors que les défaites américaines se succédaient. Au printemps 1942, les Japonais dominaient l'espace maritime et aérien à l'ouest de Pearl Harbor. La marine américaine devait reprendre le dessus. Si l'Amérique avait sous-estimé les Japonais, ceux-ci avaient aussi sous-estimé l'Amérique. Quand les Japonais détruisirent la majeure partie de la flotte américaine à Pearl Harbor, ils ne pensaient pas que l'ennemi se relèverait si vite. Il était clair que l'Amérique devait frapper un grand coup. Malgré une flotte numériquement inférieure à celle de l'ennemi, Nimitz ne douta jamais. Sa stratégie, qui alliait audace et effet de surprise, changea le cours de la guerre du Pacifique. Il remporta les premières victoires américaines décisives dans la mer de Corail et à Midway. Nimitz exprima la gratitude de la nation en décorant de nombreux pilotes et marins qui l'avaient aidé à repousser l'ennemi. Alors que l'action américaine évoluait d'une défense désespérée vers une offensive confiante, une coordination rigoureuse devint indispensable. Réunies sous le commandement de Nimitz et du général Douglas MacArthur, les forces navales et armées battirent en brèche l'empire japonais du Pacifique. La guerre et la stratégie victorieuse des Américains n'étaient pas entièrement planifiées dans un bureau. Lors d'une tournée d'inspection avec l'amiral Halsey et le secrétaire à la marine Frank Knox, Nimitz rencontra aux îles Salomon des vétérans de la bataille de Guadalcanal qui avait duré 6 mois. Sur l'île de Kwajalein, Nimitz inspecta ce qui restait des défenses japonaises après la frappe américaine. Du matériel détruit et des plages brûlées. Pourquoi les pilotes de l'aéronaval critiquaient Nimitz? Nimitz était critiqué pour avoir laissé les porte-avions sous la responsabilité d'amiraux de croiseurs. Les pilotes pensaient que les porte-avions devaient être commandés par ceux qui en avaient l'expérience et non pas par ceux qui n'avaient que l'expérience des croiseurs. Avant la phase finale de la guerre du Pacifique et la reconquête des Philippines, MacArthur et le président Roosevelt rencontrèrent Nimitz à son quartier général de Hawaï. Avant la réunion, ils apprirent que leurs forces avaient pris Saipan, perçant ainsi la défense intérieure du Japon. Nimitz et les autres responsables américains ne savaient pas encore que l'état-major japonais avait demandé à son gouvernement de signer un accord de paix avec les États-Unis. Mais les Américains savaient que le Premier ministre Tojo avait dû démissionner, ce qui avait renforcé leur confiance. Les projets de reconquête des Philippines furent approuvés à la réunion de Hawaï. Les responsabilités de Nimitz ne cessaient de s'alourdir. Alors que la guerre s'intensifiait, il consacrait toute son énergie au haut commandement. La puissance navale américaine progressait inexorablement. Avant de prendre ses décisions et de pousser la flotte toujours plus près du Japon, il évaluait et réexaminait constamment sa stratégie. Sous sa direction, Halsey, Turner et les autres officiers commandaient leurs forces avec une précision remarquable et une efficacité implacable. Les Américains s'imposèrent en Nouvelle-Guinée et aux Mariannes. Le grand jour arriva enfin.
Le 20 octobre 1944, les Américains prirent d'assaut l'île de Leyte aux Philippines. Alors que les Japonais préparaient leur défense, leur foi en une cause perdue d'avance les poussa à des excès fanatiques. Dans les deux camps, rares étaient ceux qui comprirent que l'action de Leyte, tant attendue par Nimitz et Halsey, deviendrait l'un des combats navals les plus terribles de tous les temps. La longue bataille des Philippines coûta aux Japonais 4 porte-avions, 3 cuirassés, 10 croiseurs et 9 contre-torpilleurs, réduisant à néant tout espoir de victoire contre la flotte américaine. Leyte fut aussi l'ultime combat de nombreux soldats américains courageux qui reçurent les derniers honneurs de leurs camarades en mer. La libération des Philippines devenait une certitude et Nimitz poussa ses officiers à avancer. Alors qu'ils se rapprochaient de l'ennemi, Halsey s'appuya sur la cavalerie et l'artillerie de la marine. La machine de guerre japonaise commença à faiblir et les forces terrestres américaines prirent le contrôle des îles une par une. Mais les Japonais étaient désespérés, et le désespoir est source d'extrémisme. L'action kamikaze, l'esprit du vent divin, fut particulièrement destructrice. Aux Philippines, ces avions suicides surgissaient comme de redoutables frelons, attaquant seuls ou en groupe. Ces attaques semblaient ne jamais devoir s'arrêter. Peu avant la Pâque 1945, les navires de Nimitz frappèrent Okinawa. « 183 000 soldats participèrent au débarquement dans le Pacifique, le plus puissamment appuyé par la marine. Okinawa était l'obstacle final, mais non des moindres, de la marche sur le Japon. Alors que les troupes progressaient des plages vers l'intérieur, l'opposition japonaise résista jusqu'au bout. L'Amérique subit de lourdes pertes à Okinawa, mais la victoire était à portée de main pour ces hommes qui avaient gardé la foi depuis Pearl Harbor plus de 3 ans plus tôt. Okinawa marqua l'agonie de la résistance japonaise. Dans un dernier effort compulsif, les pilotes ennemis lancèrent leurs avions de la mort sur la flotte américaine qui se préparait à attaquer.
Tout se termina en juin. L'ennemi avait perdu 4000 avions. La seule flamme dans le ciel était celle du soleil couchant. Nimitz débarqua à Okinawa pour se rendre compte des dégâts. L'espoir et la confiance née dans la mer de corail et à Midway lors des sombres journées de 1942 avaient enfin abouti. Ces hommes avaient enduré les épreuves de Guadalcanal et la frustration de la Nouvelle-Guinée, remporté des victoires éclatantes aux Philippines et sur la petite île d'Iwo Jima. C'était leur triomphe final. Okinawa, la porte du Japon. Quand Nimitz devint le commandant en chef du front Pacifique, il n'était pas officiellement en tête de liste pour ce poste. Devant combien d'officiers seniors est-il passé pour être promu à ce poste? Nimitz a été promu devant 28 officiers seniors pour remplacer l'amiral Kimmel à Pearl Harbor. À Manille, Nimitz discuta avec MacArthur de l'étape suivante, la prise du Japon. Les forces navales et terrestres réunies, des alliés, se préparaient à l'assaut final sur les îles japonaises. Forts de leur expérience, Nimitz et MacArthur pensaient que les Japonais combattraient jusqu'à la mer. Mais il n'en fut pas ainsi. L'ennemi, avec sa puissance navale et militaire réduite à néant et ses villes détruites par les bombardements, se rendit sans condition. Ce fut pour l'amiral Chester Nimitz un moment solennel et empreint de gravité. À son retour, il fut accueilli par une nation euphorique. Une journée à son nom fut créée et toute la ville de Washington se leva pour le remercier. La foule envahit les rues pour apercevoir l'homme qui avait joué un rôle clé dans la victoire. À l'occasion d'une session extraordinaire du Congrès américain, il s'exprima devant l'Assemblée législative dans l'enceinte du Capitole. Je ne me présente pas devant vous à titre personnel, mais comme représentant des hommes pleins de courage qui ont combattu sous mes ordres dans le Pacifique. Certains sont à mes côtés aujourd'hui. Je prie pour qu'aucune guerre ne nous prenne plus au dépourvu. Et surtout, je prie pour qu'aucune guerre ne débute ou ne s'achève en nous mettant en difficulté avant même que nous puissions nous battre. Cela ne doit plus nous arriver. Cela n'arrivera pas si nous exerçons notre intelligence et notre vigilance. Utilisons notre bon sens et tenons nos forces prêtes à riposter. Plus anecdotiquement, l'amiral fuma aussi le calumet de la paix avant de prendre ses nouvelles fonctions de chef des opérations navales d'une Amérique en paix. Nimitz reçoit ici des instructions de l'amiral Byrd pour l'expédition navale vers le pôle Sud en 1946. Nimitz reçut l'un de ses nombreux diplômes honorifiques lors d'une cérémonie animée à l'Université de Columbia en 1947. Quand son service de chef des opérations navales prit fin en 1948, Nimitz fut nommé administrateur du Cachemire par les Nations Unies.
L'une de ces expériences les plus gratifiantes au sein de l'ONU fut la visite des membres de la diète japonaise. L'ennemi d'autrefois était devenu un ami, et l'homme qui avait été l'artisan de sa défaite l'accueillait aujourd'hui au sein de la communauté des nations libres. En 1951, après sa démission de l'ONU, le président Truman nomma Nimitz à la tête d'une commission spéciale sur la sécurité intérieure. Plus tard, Nimitz conservera un rôle dans les affaires navales au titre d'adjoint spécial auprès du secrétaire à la marine. Nimitz vivait à Berkeley Hills, près de San Francisco. Le domicile de l'amiral ne se distinguait que par sa girouette frappée de 5 étoiles et d'un sous-marin. Le nom de Nimitz restera toujours associé à la mer et à la grande tradition navale américaine. La marine n'oubliera jamais son apport en matière de stratégie et de commandement, et les marins admireront encore longtemps son exemple. Une existence hors du commun, un homme hors du commun, Chester Nimitz, un héros. In the Pacific, it's a war of islands. The Japanese control most of the natural ones, the coral atolls and volcanic remnants that they have been collecting for the last 5 years. The Allies control almost nothing. The islands the Allies fight from are artificial. They have been called cities at sea, but in this war, aircraft carriers are more akin to islands than metropolises. It may seem at first absurd to compare actual points of land to ships, but in this case, the similarities are striking. The strategic value of the Japanese-held islands is not mineral. On the vast majority, there is no oil, coal, or smeltable ore. There is merely enough room for an airstrip, a place from which aircraft might fan out to patrol sea lanes crucial to the war effort. To do that, these islands have become home to close communities dedicated to a single end, the delivery of aircraft. So it is with the American aircraft carriers. Like the islands, they're small, just large enough for a single airstrip. And like the islands, for them to do their job, they are dependent on a small community that can minister not just to the needs of aircraft, but to the people who support them. Life aboard an American carrier is shaped not so much by war as it is by all the same social forces that have shaped America. With more than 3,000 crewmen aboard, the ship has a class structure, an economy, and mass media to disseminate information. The people who make the island's existence possible labor anonymously far below deck. Everything a carrier does is dependent on power, and all of that power comes from the boiler room. The boiler room is a hot, greasy place, the factory floor of the carrier.
but its existence makes life on the rest of the ship possible. The crew lives a few decks above the boilers. Theirs is a compact but not uncomfortable existence, not unlike that of the Japanese island dwellers they've come to fight. There are hot meals to be had, with fresh vegetables and bread just out of the oven. There are barber shops, drugstores, and wardrooms for recreation. The crewmen can take in a movie or find a little quiet time for reading or writing letters home. One's social class on a carrier is determined by one's proximity to aircraft. The crewmen who work with the planes are higher up the ladder than those who don't. The plane captains, responsible for the care of specific aircraft, are the highest of the non-flyers. But it is the pilots who are the princes of the aircraft carrier. It is their lives that are, to the men below, almost blessed. In quiet times, it seems almost unfair. The white tablecloths and attentive stewards recall a pleasure cruise more than they do life in wartime. But quiet times on a carrier do not last. And when battle approaches, the dining rooms give way to briefing rooms, and the pilots must go out and fight. During battle, the entire character of the community changes. The cook becomes an anti-aircraft gunner. The barber becomes a bomb loader. The peaceable kingdom becomes what it was intended to be: closed, protected, deadly. And the pilots cease to be shipboard gourmands and become what they have always been: warriors. Everyone on the carrier cooperates to throw the planes forward into battle. On the tight confines of the flight deck, no mistakes can be tolerated. The planes are heavy with fuel and ordnance. One tiny misdirection could mean the death of the entire community. It is amazing somehow that the planes ever get into the air, but they do. With the aircraft gone, the carrier takes on a curious hollowness. The community remaining is left to wait, hoping for some report of the action, some word of friends and familiar faces doing battle far out to sea. Word comes. The enemy has been engaged. Fighting is heavy. Targets are hit. But the information that everyone is waiting for, the information on losses, comes only when the planes begin to return. Sometimes they come back flushed with victory. Others limp back, damaged though not defeated. Some, inevitably, are lost. The wounded are hurried below decks to waiting hospital beds, to the best medical care the island has to offer. As the artificial island moves on through another period of quiet to the next battle, repairs are made to both men and machines. The white tablecloths come out again, and the decks cease to be scenes of carnage. So it will be on America's Pacific Islands, because if there is one profound difference between the artificial islands and the natural ones, it is this. When the action passes a natural island by, that island is at peace. When the action passes an aircraft carrier, word goes down to the boiler room to bring up the steam, for the island is moving on to the next battle.